Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, je me présente rapidement. Je m'appelle Jean-François et je travaille à Google. Et ma passion, c'est vraiment le développement mobile. J'ai commencé petit à programmer sur calculatrice. Après, j'ai programmé sur Nintendo DS. Et enfin, à un moment, évidemment, je suis passé à iOS et Android. Et là, je vais vous parler de Flutter. Qu'est-ce que c'est et ce genre de trucs. Alors, Flutter, c'est un SDK qui permet de créer des applications mobiles. Donc c'est développé par Google, je pense que vous le savez, et c'est open source. Donc le code est sur GitHub, c'est complètement open source de A à Z. Il y a pas mal de contributeurs externes, bon, certains qui ont envoyé qu'un seul commit parce qu'il y avait un petit bug qui voulait vraiment fixer, mais on accepte plein de commits de partout. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire que développer des applications mobiles de nos jours? Eh bien, je pense que vous savez qu'il y a deux OS qui sont assez majoritaires, c'est Android et iOS. Et alors, petit sondage, qui a développé des applications pour un de ces deux OS? Ok, waouh. Et parmi les gens qui ont levé la main, qui a développé une application qui marche sur les deux ou qui aurait gagné à marcher sur les deux OS? Ok, bon. Alors, je pensais qu'il y aurait plus de mains qui se leveraient, mais l'idée quand même de nos jours, c'est que les applications mobiles, elles gagnent à fonctionner sur les deux OS mobiles. Et comment est-ce qu'on fait ça de nos jours? Ben, il y a plusieurs solutions. La première, c'est la plus simple, c'est que tu la recodes deux fois, une pour iOS, une pour Android. Le problème, évidemment, c'est que c'est super long. Deux fois plus de code, deux fois plus de tests. En gros, le seul truc que tu réutilises, c'est les ressources. Bon. Donc c'est pas génial. En plus, il y a le risque que les applications divergent, les fonctionnalités ne soient pas exactement implémentées de la même façon, ou même pas du tout, des deux côtés. Donc ça marche, mais c'est pas l'idéal. Alors, pour régler le problème de l'écriture dupliquée, il y a des techniques. Tu peux faire ton application en HTML avec des frameworks genre Cordova, Ionic ou PhoneGap. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui doivent utiliser ça ici, ou qui ont utilisé ça à un moment. Donc c'est cool, ça permet de réutiliser ton code, même potentiellement avec un site web. Tu vois, tu veux partager quelques fichiers probablement. Par contre, les problèmes, c'est que déjà, les performances sont pas forcément géniales. D'un côté, il y a le JavaScript il y a eu beaucoup de travail qui a été fait dessus, et ça tourne pas mal, mais c'est pas l'apothéose. Après, au niveau du rendu aussi, les navigateurs, ils doivent gérer plein de configurations pas possibles, et du coup, ils peuvent pas faire toutes les optimisations possibles. Donc, niveau performance, on peut faire mieux. Et après, les outils en soi, tout le monde n'est pas super satisfait des technologies HTML. Parce que par exemple, le JavaScript, il y a des gens qui ont fait TypeScript, ClojureScript, Elm et ce genre de trucs, justement pour éviter d'avoir à écrire du JavaScript. Et puis après, le CSS, c'est aussi un truc qui peut être assez compliqué. Donc voilà. L'HTML5 et les frameworks qui vont avec sont parfois un peu problématiques. Après, il y a une troisième solution, c'est l'approche qui est utilisée par React Native Examen 1. Alors, je les ai mis ensemble parce qu'en fait, ce qu'ils ont en commun, c'est tu écris ton code une seule fois, et après, le code que tu as fait, ça va instancier des éléments avec l'OS. C'est-à-dire que ton code, tu vas l'écrire qu'une seule fois en JavaScript ou en C#, suivant que tu utiliseras React Native Examen 1. Et puis quand ton code va tourner sur iOS, ça va instancier les widgets de iOS. Par exemple, si ton code dit « je veux un champ texte », sur iOS, ça va créer un UI text field, parce que c'est les champs texte sur iOS. Et sur Android, ça va créer une edit text, je crois, quelque chose comme ça. Alors, c'est pas mal, mais encore une fois, il y a deux petits trucs qui pourraient être mieux. Il y a le fait que, déjà, tu utilises des langages interprétés qui doivent
être interfacé avec un OS. Et le problème, c'est qu'il y a un petit bridge qui est en fait pas si petit que ça quand tu dois travailler à 60 fps. Quand tu scrolls et que tu dois faire en sorte que le JavaScript anime quelque chose en même temps, le fait qu'il y ait ce petit bridge entre le JavaScript et l'OS, eh ben, ça peut parfois amener à du junk. Et l'autre truc, c'est que vu que tu demandes à l'OS d'afficher ton contenu, eh ben, tu dépends de ce que l'OS veut faire. Donc, sur Android, vous savez sûrement qu'il y a plein de versions d'Android et que les OEM, les constructeurs de devices, ils peuvent customiser la fonte, les tailles de plein de trucs. Du coup, vous ne savez pas exactement à quoi va ressembler votre application. Donc ça, c'est l'autre problème. En gros, on a performances qui sont pas mal, mais pas parfaites, et l'apparence qui n'est pas forcément consistante en fonction des devices. Et bien, figurez-vous qu'il y a une solution à ça. Et non, je ne vais pas parler de Flutter tout de suite. C'est une solution qui existe depuis vachement longtemps, et c'est celle qui est retenue par les jeux vidéo. Donc là il y a l'exemple de Doom, qui tout simplement dessine sa propre interface graphique. C'est lui qui dessine les pixels lui-même. Alors l'avantage, comme vous pouvez le voir, c'est que c'est ultra portable. Ça tourne, mais absolument partout. À tel point qu'il y a un subreddit dédié aux devices qui font tourner Doom. Donc là, il y a les montres, appareils photo, enfin c'est n'importe quoi. Thermostat. Et donc l'avantage de dessiner ses propres pixels, c'est que tu sais exactement ce qui va être affiché à l'écran. Et deuxièmement, c'est ultra performant parce que tu peux vraiment, tu sais exactement quel est le path qui va être utilisé pour vraiment afficher les pixels. Tu peux, si tu veux, parler directement au GPU. Donc c'est super efficace et c'est l'approche qui a été choisie par Flutter. Donc Flutter dessine ses propres pixels. Dans Flutter, il y a un moteur qui s'occupe de dessiner le texte, en RTL s'il faut, etc., etc. Les boutons, les sliders et tout ça, c'est dessiné par Flutter. Et donc, les avantages, c'est que ce qui est affiché à l'écran, c'est garanti d'être la même chose partout. Alors, si vous voulez, les widgets qui sont dessinés par Flutter, ils peuvent être tunés suivant la plateforme que tu veux. Mais vous allez probablement voir ça dans la présentation suivante. C'est-à-dire que si vous voulez un look un peu plus iOS, vous pouvez. Un look un peu plus Android, vous pouvez. Vous pouvez même avoir un look iOS sur Android et vice-versa. Mais c'est pas conseillé. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'histoire de Flutter, comment ça a commencé à exister. Alors à la base, c'était des développeurs qui travaillaient sur Chrome, sur Blink, le moteur de rendu de Chrome, donc ce qui s'occupe de dessiner la page. Et ils ont voulu faire une expérience, et l'expérience était qu'est-ce qui se passerait si on enlevait du moteur de rendu tout ce qui est un peu lent, ce qui est compliqué, voilà, si on allégeait le truc, quelle performance qu'on pourrait avoir. Ils sont aperçus sur leur benchmark qu'ils pouvaient avoir un facteur de x20 sur les benchmarks qu'ils leur importaient. C'était 20 fois plus rapide si tu droppais certaines fonctionnalités. Ils se sont dit, il y a peut-être quelque chose à faire là. Peut-être qu'on pourrait faire un framework pour faire des interfaces qui serait super efficace. Et c'est ce qui s'est passé. Donc il y a une équipe qui a été créée à partir de là, et ils sont mis à développer un SDK pour faire des interfaces graphiques. Et à un moment, ils se sont posé la question, maintenant on sait dessiner des trucs à l'écran de manière assez efficace, vu qu'on réutilise toute la technologie de Chrome, ça inclut Skia, une librairie qui dessine des trucs en 2D. Comment on va faire en sorte que les développeurs écrivent du code? Et donc ils sont partis faire du shopping pour un langage. Ils ont regardé une vingtaine d'alternatives, et ils sont arrivés à choisir le Dart parce que ça remplissait tous leurs critères. Alors Dart, l'histoire de Dart, c'est un peu similaire à l'histoire de Flutter. C'était des gens qui ont travaillé dans Chrome et qui ont optimisé le JavaScript pendant des années. Et ils sont arrivés à un point où ils n'arrivaient plus trop à optimiser JavaScript parce qu'il y a des fonctionnalités du langage qui un peu l'empêchaient. Et donc ils se sont dit, et si on faisait un langage qui n'avait pas ces fonctionnalités-là, ça nous permettrait d'aller super vite. Et c'est comme ça que le Dart a été créé. Alors, voyons voir les fonctionnalités de Dart. Dart, le gros truc, le killer feature de Dart, du point de vue de Flutter, c'est que c'est à la fois interprété ou compilé.
interpréter, c'est super pratique, ça permet d'itérer rapidement sur ton application. Et compiler, ça permet de, quand tu la sors en mode release, qu'elle carbure, qu'elle aille très très vite, qu'il n'y a pas de démarrage de la just-in-time compilation, et ce genre de truc, direct, ça marche vite. Le deuxième truc, et c'est important, surtout pour Flutter qui utilise le principe de React pour les interfaces, pour designer l'interface, le garbage collector est assez optimisé. Bon, je ne vais pas expliquer ce que c'est que multigen, mais en gros, lockless, ça veut dire que le garbage collector ne fait pas de pause. Il n'y a pas un moment où il va s'arrêter pendant 50 millisecondes et dire « Ah, attends une seconde, je freeze tout et je vais garbage collecter la mémoire, je vais éliminer les objets, blablabla. » Non, non, c'est pas comme ça. Donc le garbage collector de Dart, il est rapide. Et du coup, c'est important si tu veux faire un langage qui contrôle les animations. Après, une autre fonctionnalité qui est assez sympa, c'est le fait que Dart soit typé. Alors, il y a un peu un débat, est-ce que les langages typés c'est mieux que les langages pas typés, etc. Et je pense qu'on est arrivé un peu sur un consensus les dernières années, c'est que les langages non typés c'est génial si tu veux faire un petit programme ou un prototype ou itérer rapidement. Et quand tu veux faire un gros machin, là, les langages typés commencent à être intéressants. Et je pense que Dart, le fait qu'on ait utilisé un langage typé pour des applications mobiles, c'est une bonne chose. Après, alors ça c'est un truc marrant, j'ai appris ça récemment. Dans Dart, ils utilisent, bon, j'ai traduit en français donc c'est un peu bizarre, mais ils utilisent la technique de l'inclusion de code utilisé. Alors je ne connaissais pas, mais en fait c'est presque la même chose que l'élimination du code mort, donc dead code elimination, mais la différence c'est que la façon dont c'est implémenté, tu vas enlever plus de code et tu risques de moins rater du code à enlever. Donc ouais, le principe de l'inclusion de code utilisé, c'est quand tu fais ton application et que tu utilises 46 000 librairies ou packages, tu veux pas que ton application elle fasse une taille énorme. Parce que tu veux que quand tu inclus un package, ça n'inclut que le code que tu utilises du package, et pas tout le package. Et pour ça, il y a cette technique de l'inclusion de code utilisé. C'est un peu la même différence entre les whitelists et les blacklists. Sur un ensemble fini, une whitelist, ça revient à la même chose qu'une blacklist, mais tu peux plus faire d'erreurs si tu fais une blacklist. Donc bon, voilà. Ça, c'est la technique d'inclusion de code utilisé. Ensuite, la bibliothèque de Dart, vu qu'il commence à être vieux, mais dans le sens positif du terme, le langage étant sorti en 2011, il y a pas mal de bibliothèques. Donc ça, c'est pratique. Et pour revenir sur Flutter, donc j'insiste sur ça, mais les widgets qui sont dessinés, ils sont indépendants des OEM. Donc du coup, tu maîtrises exactement ce qu'il y a à l'écran. Le fait qu'on utilise Dart en compilé, donc quand on dit compilé, ça veut dire que le code que tu écris en Dart, ça va finir en langage machine. Et du coup, ça peut communiquer avec Flutter en lui-même de manière très très rapide. Il n'y a pas de traduction comme ce qu'il y aurait si tu écrivais du JavaScript. Donc le fait qu'il n'y ait pas de pont, c'est bon pour les performances. Et après, Flutter, la façon dont il dessine les choses à l'écran, j'appelais ça du rendu structurel, mais l'idée c'est que s'il y a quelque chose Flutter ne redessine que les choses qui ont changé à l'écran. Bon, tous les frameworks ne font pas ça. Ça peut être assez compliqué. Pareil, s'il y a du scrolling, ça va essayer de mettre en cache ce qui bouge à l'écran et ne pas avoir à le redessiner à chaque fois. Donc ça c'est bon pour les perfs et ou la batterie. Donc je vais vous montrer enfin un petit peu de code. Ça c'est un tout petit exemple qui vous montre comment faire le Hello World avec une étoile. Dans Dart, tout est un widget. Quand on parle de l'interface graphique en tout cas. Par exemple, si tu veux faire un certain layout, tu vas créer un widget dans lequel tu vas mettre ce que tu veux layouter. Donc dans cet exemple-là, on crée un widget center
dans lequel on va mettre un widget column, donc colonne. Et qu'est-ce qu'on met dans une colonne? On met des rangées. Et donc les deux rangées qu'on met, c'est du texte et un icône. Et voilà. Bon. Pas très compliqué. Ça c'est un exemple. Bon, je ne vais pas vous demander de le comprendre, même si c'est pas très compliqué. C'est juste pour montrer qu'on peut, on peut styler comme tu veux tous les widgets, toute l'interface graphique. Et ce qui est marrant, c'est que si vous regardez la nomenclature de Flutter, à des moments, on peut s'apercevoir de l'héritage un peu du web. Certaines choses ont gardé le même nom. Alors maintenant, je vais vous parler des outils qui sont plutôt cool. Et en particulier, je vais parler de ma fonctionnalité favorite, le hot reload. Le principe du chargement à chaud, je suppose que c'est comme ça qu'on dit, c'est tu as ton application mobile, elle est en train de tourner dans ton simulateur, et tu as envie de faire une modification, peut-être agrandir le bouton, changer une couleur, changer une faute d'orthographe, voilà. Et bien ce que tu peux faire, c'est tu changes ton code, tu appuies sur un bouton, et bam, l'application elle est mise à jour en moins d'une seconde. À peu près, ça dépend de ton ordinateur, mais ça peut être beaucoup moins d'une seconde. Et ce qui est vraiment génial, c'est que l'état de l'application est conservé. C'est-à-dire que si tu es en train de débugger un écran qui est tout au fond de ton application, qui arrive quand tu fais une erreur et blablabla, ce qui est ultra ennuyant à reproduire, eh ben, tu peux itérer sur cet écran sans devoir à chaque fois naviguer vers cet écran-là. Donc il y a une petite animation qui illustre ça. Là, il y a une application qui affiche une label avec un compteur et un bouton qui incrémente le compteur. Là, la personne a changé la label a changé le texte de la label, il a appuyé sur un bouton, la label a changé. Là, on change ce que fait le compteur, ça décrémente plutôt qu'incrémenter. Il appuie sur un bouton et voilà. L'application a été mise à jour et ça conserve l'état. Si vous voyez, quand il appuie sur le petit éclair là, le compteur ne change pas. Donc ça c'est vraiment cool, je trouve. En ce qui concerne les packages, il y a un site web qui recense tous les packages et du coup si vous voulez utiliser vu qu'on a un centre, vu que les packages sont centralisés, vous pouvez quand vous voulez rajouter un nouveau package, vous juste mettez le nom, la version et ça va télécharger le bon package tout seul. Toujours dans les outils, quand vous installez le SDK, ça vient avec un binaire Flutter, avec tout un tas de commandes utiles. Docteur vérifie que l'environnement est correct, upgrade, subgrade, des trucs qui concernent le package. Vous pouvez formater le code, ça c'est pratique, il n'y a pas besoin de discuter avec le reste de l'équipe. Ah, comment je vais formater ça? Voilà. Non, tu utilises Flutter Format et ça va formater suivant les guidelines. Tu peux déclencher Flutter Format depuis IntelliJ. IntelliJ, c'est l'IDE qui vient avec que vous pouvez utiliser avec le SDK. Vous pouvez en utiliser d'autres, mais c'est recommandé d'utiliser IntelliJ. Et puis Analyze qui va faire du mieux que possible, va essayer de trouver les erreurs dans votre code. Voilà. Donc pour résumer, qui serait intéressé par Flutter? Alors les designers, parce que tu peux itérer très rapidement et tu peux aussi si tu veux absolument que ton application ressemble à quelque chose de précis, eh ben, Flutter le garantit, le permet. Donc ça c'est vraiment cool. Si tu as une identité visuelle forte, si tu veux que ta marque elle soit représentée par un truc précis, tu peux utiliser Flutter pour avoir cette garantie. Après, le hot reload, ça permet de prototyper super rapidement. Et puis d'une manière générale, si tu veux quelque chose de... Flutter permet d'avoir des trucs fluides et puis avec des outils assez simples. Donc c'est juste pratique pour les développeurs. Voilà. C'était une introduction à Flutter. Et je vous remercie de votre attention. Vous avez des questions ? Est-ce que
vous pouvez nous parler rapidement de la Dart VM en fait? Qu'est-ce que c'est plus précisément? Est-ce que ça fait tourner un moteur web? Enfin, voilà, si vous pouvez nous en parler un petit peu. Ouais, donc la question c'est à propos de la Dart VM. Alors, ce qui est important à se rappeler, c'est que le Dart peut être à la fois interprété et compilé. Et quand tu vas faire ton application en mode release, le Dart sera compilé et donc il n'y aura plus de VM. Ça sera compilé en code natif et il n'y a plus de virtual machine. La virtual machine, ça sert quand tu veux interpréter ton code et itérer rapidement. Il n'y a pas un intermédiaire un peu comme la LVM ou comme d'autres choses? On va directement compiler sur du bytecode machine? Oui, quand tu compiles en natif, ça va directement en langage machine. À ma connaissance, il n'y a pas de bytecode intermédiaire. Et quand c'est interprété, c'est interprété par l'interpréteur. C'est-à-dire qu'avec le binaire, il y a l'ensemble des bytecodes pour tous les CPU, tous les téléphones? Non, quand tu compiles en natif, tu compiles pour une architecture donnée. Donc x86 ou ARM. Et ça répond à la question? Non, bah, enfin, je vois pas trop comment du coup, parce que en fait, je connais pas le secteur trop le monde d'Android. Il me semble qu'il y a quand même beaucoup de processeurs différents. Du coup, à chaque fois, c'est du bytecode qui est différent. Et du coup, quand on va pouvoir compiler pour le livrer sur le Play Store, est-ce que du coup, c'est quoi? C'est la JVM? Après, là, je demande au développeur Android, je connais pas exactement comment. C'est comme si tu faisais du développement natif, donc en C++ avec le NDK. Tu vas devoir compiler, si tu targetes n CPU différents, tu vas devoir compiler n fois. Mais par exemple, il y a plein de ARM différents. Il y a le ARM 7, 7S, 64, je crois, hein, je ne suis pas du tout expert. Mais si tu veux targeter chacun des trucs différents, tu vas devoir compiler 3 fois. Après, tu peux t'en sortir en compilant juste pour l'ARM commun. Donc pour ARM, tu peux compiler qu'une seule fois. Après, il y a MIPS, et après il y a x86. Pareil, x86, il y a x86 et x86-64. Tu peux compiler juste pour x86, ça marcher sur x86-64. Mais oui, c'est vrai que tu dois compiler 3 fois. Bon, c'est comme ça. Après, ça ne veut pas dire que les utilisateurs ils vont se prendre un APK qui fait 3 fois la taille. Parce que tu peux, corrigez-moi si je me trompe, mais tu peux avoir, non, enfin je suis à peu près sûr, tu peux avoir un APK par plateforme. Donc du coup, voilà. Donc les utilisateurs, ça ne va pas leur prendre trop de place. Voilà. Autre question? Ouais, moi je voulais juste en savoir un peu plus sur si je veux utiliser une fonctionnalité qui est native à une plateforme. Ouais. J'imagine qu'il y a des moyens de Ouais, faire ça. tout à fait. J'ai un exemple concret en tête sur Android. Là, je travaille sur une app qui fait de la navigation et j'ai besoin d'utiliser la localisation de Play Services. Est-ce qu'il y a des sortes de bridge ou des choses comme ça? C'est exactement ça. Il y a des packages. Je sais pas, tu parles de... Non Ok, bah, on en parle après. Mais c'est une très bonne question. Salut, Yann Metatalk. J'avais juste une question. Imaginons qu'on a déjà une vue Android, genre une map par exemple, et qu'on veut la réutiliser dans un écran flotteur, c'est possible ou pas? Alors dans ce sens-là... Oui, c'est Ok. dans ce sens-là. Ouais, donc la question c'est est-ce que tu as une vue Android que tu veux réutiliser dans une application Flutter? Est-ce que c'est possible? Alors je crois pas que ce soit possible. Par contre, ce que tu peux faire c'est l'inverse, c'est tu as une vue Flutter et tu peux la réutiliser dans une application Android ou iOS. En gros, Flutter c'est une vue normale. Enfin, tu peux avoir une vue qui contient du contenu dessiné par Flutter. Ok, donc grosso modo, on complète notre widget Flutter dans une vue Android classique et on peut la mettre où on veut. C'est ça. Okay, dans ce sens-là. Dans ce sens-là, ça marche, mais pas dans le sens. Merci. Ouais. Est-ce qu'un jour il est prévu que Flutter puisse permettre de développer des applications desktop? On dirait que ça, au lieu d'utiliser du
électrons à chaque fois, peut-être que... Complètement, c'est une question, j'ai l'impression, je pense qu'elle revient. C'était soit ça, soit le web. Alors complètement, sur le principe, c'est complètement faisable, hein, parce que, comme je vous dis, vu que c'est Flutter qui dessine les pixels, suffit de porter une petite partie de Flutter, qui est vraiment le rendering, et bam, toutes les applications Flutter pourraient tourner sur l'OS sur lequel la petite partie a été portée. Je ne connais pas les plans. Le truc est open source, après, c'est toujours la réponse. Mais ce serait un projet très intéressant et très utile. Voilà, merci.